tous. Ma communication va porter sur les relations entre la santé, santé des animaux, santé de l'homme, et l'émergence de maladies liées au réchauffement climatique. C'est un phénomène qui est en pleine évolution et là-dessus, je vais essayer de vous démontrer que la faune sauvage est une sentinelle importante à prendre en considération. Donc j'ai fait cette communication avec mon collègue Éric Bello, vétérinaire spécialiste de la faune des galliformes. Voilà, donc je vais vous présenter dans cette communication quelques éléments de contexte, notamment les liens qu'il y a entre la santé de la faune sauvage, de la faune domestique et la santé humaine. On brossera un petit peu les protocoles qui ont été mis en place dans le parc national du Mercantour depuis finalement des décennies. Et je vous présenterai à la fin les résultats qui montrent de façon évidente ces phénomènes de maladies émergentes liées au réchauffement climatique. Alors, comme élément de contexte, il y a une prise de conscience internationale qui est de plus en plus documentée en bibliographie et qui fait l'objet de travaux, que l'écosystème de santé n'est pas étanche entre le monde sauvage, le monde domestique et la santé humaine. Donc c'est le concept de One Health qui est de plus en plus développé. Donc il n'y a pas d'étanchéité, c'est même une interaction qui est régulière entre les différents compartiments de la santé. Donc cette prise de conscience, elle est internationale, elle est déclinée par une bibliographie de plus en plus riche, hein, notamment Miller et ses collègues ont montré dans l'inventaire des pathologies majeures présentes aux États-Unis en système de santé humain et animal que 80% des maladies majeures sont d'origine faune sauvage. L'Organisation mondiale de la santé animale, donc l'OIE, a fait une conférence mondiale en 2011 sur la santé des animaux et l'avenir, où il montrait également que ce concept One Health était une évidence et une importance fondamentale pour gérer la lutte contre les maladies et leur impact sur l'économie mondiale, quoi. Donc il s'agit de faire le lien aujourd'hui scientifique mais également technique entre la santé animale, domestique sauvage et la santé humaine, et de considérer comme un tout finalement la gestion et la lutte contre les maladies. Même l'Organisation des Nations Unies a également pris en charge ce modèle-là avec une résolution en 2011 pour indiquer qu'il fallait se préoccuper à la fois de la faune sauvage, des écosystèmes et de la santé humaine. En France, l'Institut de veille sanitaire, aujourd'hui nommé Santé publique de France, fait un rapport tous les 10 ans sur les maladies émergentes. Donc là, sur leur dernier rapport, ils ont insisté sur la place des maladies d'origine animale transmises à l'homme, en faisant une revue bibliographique qui montre que sur les quelques 1500 agents infectieux recensés chez l'homme, on en a plus de la moitié qui sont d'origine animale. Et si même on fait un focus sur les 15 dernières années, avec 177 agents pathogènes nouveaux, c'est quasiment les 3/4 qui sont d'origine animale. Donc cela implique évidemment les animaux domestiques, mais aussi la faune sauvage. Alors dans leur priorisation, on avait sur le tableau, sur la colonne de gauche, ce qu'ils avaient considéré comme prioritaire dans les préoccupations de santé publique en termes de zoonoses. Donc on voit ce sont des vieilles maladies comme la brucellose, la fièvre charbonneuse, l'échinococose, etc. En 2010, leur priorité, c'est translatée sur des maladies émergentes et notamment des maladies qui sont amenées par des vecteurs comme les tiques. Donc il y a la maladie de Lyme, il y a aussi les maladies apportées par les moustiques, donc moustiques tigres, hein, dengue, chikungunya, une maladie qui n'est pas encore arrivée en France, donc les autres sont en train de monter en puissance, hein, ce qui montrait la pertinence de leur classement, quoi. Donc fièvre Crimée-Congo qui est encore en Afrique. Dans les classements importants, l'encéphalite attique, c'est une maladie que l'on trouve aujourd'hui en Suisse, en Autriche, avec une interface chamois-chevreuil. La fièvre Q, les Alpes du Sud sont extrêmement concernées par cette maladie.
Voilà. Et puis donc dans la dernière colonne, dans ce qui est moyennement important, ce sont toutes les maladies à vecteurs, notamment à tiques, qui sont en train de monter en puissance. Alors ces enjeux sont des enjeux qui ne concernent pas des spots de notre planète, mais qui finalement sont capables de couvrir la planète. Donc il y a toute une bibliographie qui le montre, hein, qui montre que c'est une forte augmentation avec la mondialisation des échanges. Et là, le graphique du bas illustre ça. La courbe en rouge, c'était le nombre de jours qu'il faut pour faire le tour de la planète. Donc en 1850, il fallait 1 an avec le petit bateau, etc. Quand Jules Verne a écrit Le Tour du monde en 80 jours, ben, c'était 80 jours. Hein. Et aujourd'hui, il faut 24 heures, il ne faut même pas 24 heures pour faire le tour de la planète. Et les agents pathogènes, c'est la même chose. La circulation des maladies a pris cette intensité. Et en vert, on a la croissance démographique de l'homme qui aujourd'hui devient finalement une des biomasses les plus importantes qui peut servir de cible aux maladies. Alors, que faire? Donc là, l'Organisation mondiale de la santé animale a eu des positions claires. Donc dans une résolution d'une de leurs conférences sur les changements environnementaux et les changements climatiques, c'est le fait qu'il faut mettre des moyens. Donc c'est une injonction à leurs 174 États membres. Il faut que les services vétérinaires de chaque pays mettent des moyens pour la surveillance de ces maladies et la lutte contre ces maladies. Et là-dessus, il préconise que la faune sauvage, qui est en interrelation étroite avec les maladies animales et humaines, dans ce concept One Health, soit finalement un outil privilégié parce que c'est un révélateur précoce et non manipulé de la circulation des éléments pathogènes. Donc, faune sauvage, sentinelle privilégiée de l'épidémiosurveillance de ce concept One Health. Et l'État français a décliné cela dans une loi dite d'avenir pour l'agriculture de 2014, où pour la première fois apparaissent des dispositions françaises pour la surveillance sanitaire de la faune sauvage. Alors, pour revenir au parc du Mercantour, c'est également une série de protocoles qui sont montés en puissance depuis une thèse qui avait été soutenue en 2013. 2013, oui. Et donc toute la mise en place finalement de protocoles de suivi sanitaire qui commencent à apporter leurs données. Un petit mot, c'est que les parcs nationaux sont un lieu vraiment privilégié pour étudier ce genre de phénomène. Parce qu'on a finalement une conjonction, une richesse à la fois en hommes, avec le maintien des activités, mais en faune domestique et en faune sauvage, qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. Donc avec un lieu où il y a énormément d'interactions. Et ces interactions, d'ailleurs, ne sont pas que à l'échelle du territoire du parc, mais ils drainent carrément une envergure régionale ou multirégionale. Si on regarde les chiffres des différents parcs alpins et celui des Pyrénées, on voit que l'origine des animaux qui sont présents en estive, c'est souvent entre les 2/3 et les 3/4 la provenance d'autres régions. Donc ces animaux sont des packages qui véhiculent avec eux des éléments pathogènes, ça peut être aussi des graines, etc. Donc les parcs nationaux ne sont pas les milieux étanches, ils sont vraiment le reflet de circulation large échelle. Et puis un atout aussi important des parcs nationaux, c'est le fait qu'il y ait une activité scientifique et de suivi pérenne avec des professionnels qualifiés. Voilà. Bon, encore faut-il évidemment pouvoir mobiliser des moyens, hein, mais bon, voilà. Alors, les protocoles qui sont en place au niveau du parc du Mercantour, il y en a 5 types. Hein. Il y a d'abord le relevé de type relevé contact des cas de morbidité, donc cas d'animaux malades, et mortalité. Donc, c'est le fait de pouvoir saisir dans un système d'alerte instantanée les découvertes de mortalité. Ça peut conduire à une exploitation pour du diagnostic quand le cadavre est exploitable, ce qui est quand même une minorité de cas, ou sinon c'est simplement le relevé des cas. Quand il y a cette opportunité de tomber sur des animaux fraîchement morts, à ce moment-là, il y a transmission au laboratoire pour autopsie, avec une exploitation
donc du diagnostic à la fois de la cause directe de mortalité, mais aussi des découvertes d'autopsie, et une exploitation statistique de type cas témoin. Et les agents ont été formés pour la plupart au fait de pouvoir faire des prélèvements et des observations sur le terrain dans le cas où il y a des difficultés de déplacement. Un troisième protocole, c'est tout ce qui est prélèvements qui sont faits à l'occasion des captures d'animaux, donc notamment prélèvement de sang, prélèvement de crottes, de fesses. Le sang est un outil extrêmement intéressant puisque on va, à travers les techniques de sérologie, détecter finalement tout le passé pathologique de l'animal, c'est-à-dire le contact qu'il a eu avec différents éléments pathogènes, indépendamment de l'existence d'une infection. Donc c'est souvent sur des phénomènes passés, non visibles, que l'on peut faire ces études et établir le statut sanitaire, quoi. Il y a aussi un focus sur les maladies partagées entre animaux domestiques et animaux sauvages à travers l'examen de certains nombres de pathologies des troupeaux qui présentent un danger pour la biologie de la conservation. Et puis enfin, dès lors qu'il y a un phénomène particulier observé qui mérite un approfondissement, donc c'est des études thématiques avec un protocole, une durée, donc un début, une fin. Donc ce n'est pas là du suivi, c'est des études thématiques avec un certain nombre d'exemples qui ont été pratiqués dans le parc du Mercantour. Donc les problèmes de toxicologie liés en grande partie à la présence du loup, mais pas que, hein, c'est les mésusages aussi domestico-agricoles, l'extension de la kératoconjonctivite, une maladie d'origine domestique qui a été vue sur les chamois, et puis un programme pour comprendre les mécanismes de transmission entre animaux domestiques et animaux sauvages, quoi. Alors en termes de résultats, je vais vous donner des premières évidences de l'apparition de maladies, donc de l'émergence de maladies liées au réchauffement climatique. Il y a d'abord un constat de terrain, de l'observation pure, qui est l'apparition de phénomènes qui n'avaient jamais été constatés jusqu'à présent, on va dire en 30 ans de manipulation d'animaux. C'est notamment tout ce qui est ectoparasite, donc parasites externes, conditionnés par les conjonctions température-humidité. Donc par exemple, on a régulièrement maintenant des ongulés sauvages, mais également domestiques, qui ont le pourtour de l'œil orange fluo. Donc en fait, c'est un petit acarien qui s'appelle Trombicula autumnalis qui est un parasite de la peau et qui se dépose spécifiquement autour des yeux et sur les oreilles, quoi. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'on avait très peu auparavant et que l'on voit extrêmement régulièrement maintenant, qui provoque des démangeaisons relativement bénignes. On a pu également constater lors des captures d'ongulés depuis 2 ans des infestations assez massives d'ectoparasites, et notamment dès que les animaux sont endormis, donc téléanesthésiés, et ne peuvent pas secouer les oreilles ou faire trémuler leur peau, ils sont véritablement assiégés de petits moucherons piqueurs, hein, les culicoïdes ou les simuli, quoi. On a également l'apparition de parasites gastro-intestinaux qui sont plutôt inféodés aux milieux chauds et humides, comme Hémoncus contortus, qui est un parasite de la caillette, qui est hématophage, qui nécessite une température supérieure à 10 degrés avec une pluviométrie importante, ou un trématode aussi de la panse, Pamphistomum. Donc ce sont des parasites qui sont plutôt liés à un régime, non pas climat sec, mais régime de mousson, pluie brutale, température élevée. Donc, qui apparaissent maintenant dans nos écosystèmes d'Alpes du Sud. Plus globalement, si on élargit la vision par rapport au Mercantour, on a un certain nombre également de pathologies qui sont apparues dans le pourtour méditerranéen et qui constituent des cas relativement sérieux d'apparition de maladies. On a les parasites aquatiques, donc les bilharzies, qui sont apparus en Corse, chez la vache, mais également, c'est très connu pour ceux qui adoraient la nage en eau vive, comme la restonica. Maintenant, c'est assez dangereux d'y aller. La leishmaniose, la maladie du West Nile, qui est aussi liée à un moustique, à un Aedes,
sur lesquels il y a eu des cas humains. Il y a eu 8 cas humains l'année dernière sur les départements côtiers. Donc il y a aussi toute la problématique du moustique tigre et des virus qui sont inoculés par ces moustiques, hein, avec la dengue, avec maintenant des cas autochtones dans tout le sud de la France, chikungunya et Zika. Donc vous pouvez voir sur la carte quelle est la distribution actuelle du moustique tigre qui auparavant n'existait pas. Enfin, la première apparition, c'est 2004, c'était uniquement dans le Var. Et là, on a une extension vers le nord qui est fulgurante, avec donc une permissivité liée au réchauffement climatique. Il y a également un certain nombre de vigilances qui ont été lancées par les autorités sanitaires internationales. Là, je vous avais quelques noms, hein, fièvre de la vallée du Riz, EHDV, la peste des petits ruminants. Donc, ce sont des maladies qui sont présentes en zone africaine et qui sont en train de débarquer sur le vieux continent. Et on a également ce même type de progression que les forestiers connaissent avec la chenille processionnaire, la pyrale du buis, avec des cycles qui auparavant étaient extrêmement lents et qui aujourd'hui deviennent quasiment permanents. Avec également une progression vers le nord. La chenille processionnaire, qui n'avait jamais dépassé le bassin parisien, a aujourd'hui passé la frontière allemande, quoi. Alors, ce topic des maladies émergentes, c'est un phénomène qui aujourd'hui révolutionne un petit peu la science médicale. On avait considéré à la fin du XXe siècle que les progrès de la médecine permettaient finalement de se débarrasser de ces préoccupations sanitaires, hein. Donc le secrétaire d'État à la santé aux USA en 1967 disait il est temps de fermer le livre des maladies infectieuses. Et puis derrière, on a eu l'émergence de maladies finalement créées par les transmissions interspécifiques, créées aussi par l'homme, hein. Donc bon, le sida, la maladie de la vache folle, et du coup, une préoccupation de l'Office mondial de la santé, à partir de 1992, de focaliser sur les maladies émergentes. Donc voici la définition, hein, ce sont les pathogènes nouveaux ou réémergents ou résistants au traitement dont l'incidence a augmenté au cours des 20 dernières années ou menace d'augmenter significativement. Alors, les déterminants de cette émergence, c'est la mondialisation des échanges, on l'a vu. C'est aussi l'accélération des mutations. Et là, ça concerne surtout les virus à ARN, où la réplication se fait avec des ratés, quoi. L'ADN est beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. L'ARN évolue assez rapidement. Donc le taux de mutation, au lieu d'être de l'ordre de 1 sur 10 puissance 8, il devient de l'ordre de 1 à 10 puissance 3, 1 à 10 puissance 4, quoi. Donc avec un certain nombre de virus nouveaux qui sont apparus au cours des dernières décennies, donc virus ARN essentiellement, quoi. Et puis il y a le réchauffement climatique, avec aussi là le fait que ce soit les maladies transférées par des vecteurs qui prennent le dessus. Donc revenons au Mercantour, sur ces maladies justement émergentes, il y a eu un certain nombre de résultats amenés par la surveillance sérologique qui est faite à l'occasion des captures, donc depuis 2015, sur les bouquetins capturés. Et notamment, si on compare les captures qui ont été faites ces 2 dernières années à l'occasion du programme Alcotra bouquetin par rapport aux analyses passées, on a vu apparaître des maladies justement à vecteurs qui n'avaient jamais été identifiées avant. C'est la babésiose, c'est un autre nom de la pyroplasmose, où là, on a finalement une prévalence de 11%, plus ou moins, là vous avez l'intervalle de confiance à 5% de risque d'erreur. Et puis surtout, la maladie de Lyme à Borrelia, où là, effectivement, 3 bouquetins sur 54 ont montré qu'il y avait eu un contact avec cet agent pathogène. Donc finalement, c'est ce suivi sérologique qui a montré sur les autres types de maladies, les maladies abortives et les maladies transmises par le domestique, une relative stabilité dans le temps, fait émerger typiquement ces maladies à vecteurs liées au réchauffement climatique comme un nouveau phénomène. Et notamment tout ce qui est véhiculé par les tiques.
Et également, ça nous permet d'apporter une réponse en santé publique humaine sur la maladie de Lyme. La question, c'était est-ce qu'elle est présente chez nous ou est-ce qu'il s'agit de cas importés? Donc là, à travers la faune sauvage, on peut prouver qu'il s'agit bien d'une implantation dans les Alpes du Sud, chose que la médecine humaine n'avait pas réussi à fournir comme réponse jusqu'à maintenant, quoi. Ça tombe bien. Voilà, donc en conclusion, voilà, donc vous avez une image du réchauffement climatique en bas. Voilà. Alors nous assistons actuellement à un bouleversement important des équilibres hôtes, agents pathogènes, environnement, donc ce qu'on appelle aussi écosystème de santé. Alors je sais que John n'aime pas tellement ce mot, mais bon. Voilà, on a surtout un phénomène de translation vers le nord des systèmes écopathologiques tropicaux vers notre zone à nous, avec l'émergence notamment des maladies vectorielles. Et du coup, ça nous conforte dans la recommandation d'étoffer le système d'épidémiosurveillance, notamment sur le pourtour méditerranéen, avec comme sentinelle clé la faune sauvage. Voilà, merci de votre attention. Dominique, un grand merci d'être là avec nous, d'avoir fait cette présentation. Si vous avez des questions. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est qu'il me semblait que vous présentiez que la faune sauvage, il y avait un suivi sanitaire depuis pas très longtemps, une prise de conscience qu'il fallait faire un suivi sanitaire sur cette faune sauvage. Et vous présentez des maladies qu'ont la faune sauvage en disant que c'est des maladies qu'ils n'avaient pas avant, qui sont apparues. Mais comment vous le savez, vu qu'il n'y avait pas de suivi de la faune sauvage avant? Si, en fait, le suivi de la faune sauvage, c'est quelque chose qui est préconisé aujourd'hui par les instances internationales comme, depuis une décennie, comme un système clé. Ceci dit, dans les parcs nationaux, ça fait 30 à 40 ans qu'il existe, hein. Donc on n'a pas attendu ça. Donc depuis 30 ou 40 ans, on a pu accumuler des données d'autopsie, de surveillance, d'observation, qui justement nous permettent de voir qu'il y a un véritable changement. Et quand on utilise également l'outil sérologique à travers ces prises de sang, là c'est vrai que c'est plutôt contemporain, mais c'est un outil assez merveilleux parce qu'on peut stocker les sérums en congélation à moins 80 degrés et faire des études rétrospectives. Donc là on peut remonter dans le temps, 10, 20 ans, etc., pour voir justement si on est réellement une émergence ou bien si c'est juste qu'on n'avait pas cherché, quoi. Donc c'est ce qui nous permet d'affirmer que c'est réellement émergent. Merci. Question de néophyte, dans tout le panel des maladies que tu as dressées, et peut-être plus dans le cas des parasitismes, je ne sais absolument pas du tout. Il y a probablement des cycles qui se font sur des hôtes intermédiaires, j'imagine. Est-ce qu'il y a un monitoring qui est envisagé, qui est réalisé ou qui est envisageable sur ces hôtes intermédiaires, je dirais, de façon concomitante au monitoring que tu réalises actuellement? Dans l'absolu, ça serait évidemment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que les hôtes intermédiaires, c'est notamment tout ce qui est gastéropodes, hein. Gastéropodes de milieu sec et gastéropodes de milieu humide. Après, je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement quels sont les hôtes intermédiaires. Donc, faire des recherches demande beaucoup de développements fondamentaux. Et puis, je pense que la première des choses, c'est déjà d'établir de façon beaucoup plus robuste le statut des eaux définitives, donc ce sont les ongulés, qui sont la faune sauvage, pour pointer quels sont les phénomènes qui méritent une étude plus diachronique, et puis à ce moment-là, effectivement, aller chercher les hôtes intermédiaires, quoi.